Mais vous savez, il ne faut pas parler théoriquement des films. Il faut les faire, il faut les montrer, c'est tout. À mesure que les femmes se familiarisent avec la technique et la possèdent naturellement, on change aussi le cinéma. Moi, j'aime bien dire aux acteurs que j'entends le bruit de leurs pensées, comme si c'était des cric-crac de mécanique. Oui, je crois que de toute façon, il est difficile à notre époque de ne pas être influencé par le cinéma. Bonjour à tous et bienvenue dans Cinésphère, l'émission qui réunit les copains autour du cinéma. Et aujourd'hui, nous sommes au deuxième épisode des interviews cinéphiles et je suis en compagnie de Cassandre. Bonjour. Salut. Moi, j'espère que tu vas bien. Nickel. Est-ce que tu peux commencer par te présenter un petit peu? Parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas vraiment les chroniqueurs cinésphères, on connaît leur avis sur les films seulement, mais on ne sait pas qui ils sont. Alors, tu n'es pas obligé de tout dire, d'étaler ta vie, mais est-ce que tu as envie de dire, je sais pas, l'âge, métier, passion, tous ces trucs-là? Alors, je m'appelle Cassandre, j'ai 30 ans, et du coup, j'ai, je sais pas, une vie simple et enrichissante. J'adore le cinéma depuis très longtemps. Et je sais pas du coup si des fois je vais faire des redites par rapport aux questions du coup puisque je les ai pas lues, donc j'ai peur des fois de répondre à l'avance à certaines d'entre elles. Bon, non, on verra bien. Au pire tu m'interromps. Si ça se fait, voilà, exactement. Non, mais si ça se fait, c'est pas grave, et au pire on sautera une question, c'est pas un drame. Ça marche. Du coup j'adore le cinéma depuis que je suis gamine. Ça a été mon lien au monde pendant un certain temps. Et du coup, je suis ravie d'en parler à présent au sein de ce podcast. Et nous sommes ravis de t'avoir aussi, Cassandra. J'ai loué souvent le plaisir que j'avais à t'écouter parler de films. Et réciproquement. Alors, c'est gentil. Donc voilà, le podcast où tout le monde suce tout le monde, c'est clairement ça. Je vais te poser la première question. Quel est le premier film que tu te souviens avoir vu ? Que tu te souviens, hein. Ça veut pas forcément dire que c'est le premier que tu as vu. Alors ouais, ça sera pas le premier que j'ai vu, ça c'est une certitude. Alors je sais pas, en termes d'expérience de visionnage, vraiment j'ai le souvenir du moment où je regarde le film, j'en ai plusieurs qui se bataillent. C'est clairement pas les premiers. Disons que c'est juste les derniers, les plus lointains dont je me rappelle. Il y a Gladiator dans une expérience familiale. Ensuite, il y a Matrix dans une expérience solo. Et il y a Princesse Mononoke aussi en expérience solo. Je dirais que c'est les trois films qui me paraissent être le plus lointains dans le fait que je me souviens vraiment de la découverte, quoi. Ok, mais tu penses t'avais quel âge à peu près à ces films-là? Je sais pas, je dirais... Ah non, j'allais dire que j'avais forcément vu Le Seigneur des Anneaux avant et je crois que j'ai des bribes. Mais je dirais que c'est 7-8 ans pour les films que je viens de te citer en moyenne. Voilà, entre... Wow. Enfin, non, j'imagine regarder Gladiator à 7-8 ans. Ouais, je trouve ça jeune. J'avais un grand frère. Pourquoi pas? J'avais un grand frère, donc il m'a fait mater les cubes à peu près dans la même période. Honnêtement, c'est pas Gladiator qui... C'est pas sur son plan graphique qui m'a marqué. Donc ouais, après, je sais pas, l'âge, c'est très approximatif, hein, je me rappelle pas exactement. Mais ouais, je dirais pour faire large, entre 7 et 10 ans, pour faire un peu large. Ouais, mais c'est original, parce que généralement, t'as toujours un Disney qui ressort dans ces trucs-là, mais ça fait du bien d'entendre des films auxquels on ne s'attend pas du tout pour les premiers souvenirs, quoi. J'ai dû m'en mater, mais peut-être qu'ils m'ont pas autant marqué, j'en sais rien. Oui, ça doit être ça. Est-ce que tu regardais beaucoup de films enfants? En tout cas, moins de 10 ans. J'ai commencé à en regarder pas mal quand mon frère s'est barré de la maison, parce qu'on partageait un espace en commun. Et du coup, quand il est parti, j'ai eu la télé pour moi toute seule, et ça, c'est génial. Donc, la télé de cet espace en commun, en tout cas. Et du coup, il avait plein de cassettes enregistrées, que mon oncle aussi. J'ai un de mes oncles qui enregistrait beaucoup de films sur cassette. Hein. Et du coup, quand il est parti, ils ont laissé, tout ceci sans surveillance. Donc voilà, je me suis éclatée. Tu te souviens de quelques films? Ouais, il y en a même certains, il n'y avait pas les étiquettes. Et du coup, j'ai découvert quel film c'était des années plus tard. Ok. Genre, par exemple, il y en a un, c'est un des premiers films de... Oh merde, j'ai un trou. Peter Jackson, celui qui a fait Le Seigneur des Anneaux.
Et en fait, du coup, un de ses premiers films qu'il a fait, c'est une histoire d'un fils et de zombies, avec sa mère qui devient zombie, et c'est un film très burlesque, avec un record d'hémoglobine utilisée. Oui, bien sûr, on en a parlé dans le podcast, dans les 3 films sur les comédies horrifiques. Ouais. Le tout premier 3 films du podcast, c'était ce film. Ah, marrant. Bah, j'ai un trou sur le nom de ce film, du coup. Tu vas peut-être Moi pouvoir... aussi, j'ai un trou, oui, je vais le faire en cherchant sur Internet, quoi. Ça marche. Et c'est con que je m'en souviens déjà plus. Eh ben, ce film-là, c'était une cassette parmi les autres qui avait pas d'étiquette. Et du coup, quand je l'ai regardé, je savais pas ce que je regardais déjà. Je savais pas du tout ce que... Mais même en le regardant, je savais pas ce que je regardais. J'étais vraiment en mode, qu'est-ce que c'est que ça? Oui. Et du coup, vraiment, dans les années qui ont suivi, parce qu'après mes parents ont déménagé, tout ça, ça s'est un peu perdu, hein, les cassettes, tout ça, ça s'est égaré. Et du coup, vraiment, l'image qui m'était restée, c'est qu'il y avait une grand-mère et qu'à un moment, son oreille est tombée dans le potage et qu'elle aime manger l'oreille. Et du coup, ça, c'est vraiment, ça s'est resté dans ma tête. Je me souvenais que j'avais vu un film dans mon enfance où il y avait cette scène-là et impossible de retrouver quel film c'était. J'en parlais et ça disait rien à personne, sinon un lever de sourcil en mode qu'est-ce que c'est que le truc dont tu nous parles là? Et donc c'est Brain Dead. Voilà, Brain Dead. Bah celui-là, je l'ai découvert j'ai redécouvert ce film quand je devais au moins avoir 24 ans. Ah ouais. Mais moi, ouais, je l'ai vu pour la première fois de ma vie pour le podcast justement. Je le connaissais absolument pas. Je connaissais de réputation, mais je l'avais jamais vu. Bah, c'est une expérience, hein. Ah oui, c'est sûr. Autant les effets visuels, gore, machin et tout sont incroyables. Autant j'ai trouvé le film lourd au possible. Oui. Au niveau de l'humour et tout ce truc-là. Ah, oui. En le revoyant adulte, quand j'ai vu l'ensemble du film, ouais, j'ai pas particulièrement été charmée. T'as d'autres trucs comme ça ou c'est vraiment celui-là qui démarque des autres celui-là, il m'avait particulièrement marqué pour le fait que la scène, c'était vraiment bien imprimé et que c'était un des rares où vraiment je me rappelais pas, enfin où il y avait pas en plus où il y a jamais eu le nom sur la cassette, quoi, parce que la plupart des fois quand même, il y avait un nom gribouillé sur une étiquette blanche, quoi. Donc voilà. Est-ce que t'as un ou deux autres films comme ça qui te viennent aussi, que tu as pu voir comme ça? Je sais que j'ai adoré Le Seigneur des Anneaux, je l'ai beaucoup revu même dans mon enfance, et ma mère me disait qu'au cinéma, m'expliquait qu'elle nous a emmenés dès la sortie, donc à cette époque-là, elle me disait que moi je devais avoir 7 ans, et ma cousine 6, elle nous y a emmenés toutes les deux. Et elle m'avait raconté l'anecdote du fait que moi j'étais fascinée, vraiment, on pouvait pas me décrocher de l'écran, et qu'en fait elle s'est rendue compte qu'il y avait quand même des scènes un peu gore et tout, et qu'elle s'est dit merde, c'est peut-être pas une super idée d'avoir emmené les deux gamines là. Mais elle aussi elle se régalait, elle aussi elle était en mode genre c'était un super film, et elle était à fond dedans. Sauf que ma cousine qui était un peu plus jeune, elle l'a interpellée toutes les 20 minutes pour dire marraine, j'ai pipi. Et du coup elle a dû l'emmener 1000 fois aux toilettes, et en plus à côté de ça elle avait peur, donc elle se cachait derrière elle, et bref c'était la catastrophe, alors que moi j'étais juste en transe, quoi. Moi on m'oubliait. Donc putain, incroyable. Voilà, elle m'a raconté l'anecdote, ça m'a beaucoup fait rire. Ok. Est-ce que tes parents te montraient beaucoup de films, ou ton frère du coup? Alors mon frère, je crois qu'il avait juste le goût de me trauma parce qu'il me montrait que des films d'horreur. Et donc vous avez combien de différence tous les deux? 10 ans. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment le grand frère quand même. C'est ça, quand j'avais 8 ans, il en avait 18, donc forcément on n'avait pas le même cinéma. Et du coup c'est plutôt moi qui me suis adaptée à lui que l'inverse. Et tes parents, ils en montraient un petit peu des films? Parce qu'il y a eu une genre de transmission en gros. Ma mère est très cinéma, mais comme mes parents étaient patrons d'entreprise, ils avaient très peu de temps à nous accorder. Et en plus, mon père n'est pas du tout cinéma, lui, à l'inverse. C'est vraiment à 0%. Donc, du coup, ça faisait que les films en famille étaient extrêmement rares. Et que du coup, bah voilà, ils avaient pas le temps, quoi. Donc pas tellement. C'est plutôt de notre côté, avec mon frère et moi, et parce qu'on avait un oncle un peu lointain qui nous avait refilé pas mal de cassettes, qu'on a vraiment développé un peu le cinéma dans notre coin, en fait. Je pense, lui comme moi. Ok. Quel est le premier film que tu te souviens avoir vu, mais au cinéma cette fois? Alors ça, c'est pas rendre hommage au truc, mais j'ai le souvenir, je crois que le plus lointain souvenir que j'ai vraiment d'une expérience au cinéma, bah c'était un film que j'ai trouvé horrible. Ah mince. C'était c'était ma mère, pour faire plaisir à mon grand-père. Elle m'avait emmené alors que j'étais très jeune, je devais avoir de 7-8 ans à peu près, dans cette fourchette aussi. Et en fait, pour faire plaisir à mon grand-père qui était pas cinéma, parce que c'est un peu une histoire de famille de pas être trop cinéma, il y a que ma mère et ses 2 enfants, quoi,
qui le sont pas mal. Et du coup, pour lui faire plaisir, elle nous a emmené voir un documentaire de 2 heures et quelques, voire même 3 heures, qui s'appelait Les oiseaux migrateurs. Et quand t'as 6-7 ans, et que t'es bloqué sur place pendant 3 heures à regarder un documentaire sur les oiseaux migrateurs, t'es pas fasciné. c'est plus âgé, tu te prends au truc. Mais, Ou alors plus jeune. Je sais que moi, mes enfants, ils ont encore l'âge, tu sais, d'être assez jeunes pour être subjugués par des animaux, etc. Et je pense qu'après, il y a un moment où tu as une bascule où c'est la fiction qui te fait vibrer. Et après, tu as la rebascule où tu acceptes plus, le documentaire, quoi. Ouais, c'est peut-être ça, peut-être que c'était l'entre-deux. En plus, bon, comme c'était que sur les oiseaux, il n'y avait pas particulièrement d'animaux un peu genre zoo, il n'y avait pas de panthère, il n'y avait pas de... Enfin, voilà, c'était... Ouais, j'avoue que moi, j'ai pas du tout été prise et je me souviens même que j'en ai pleuré à la fin parce que je devais pas bouger, je devais pas faire de bruit et les 3 heures m'ont paru tellement longues, tellement frustrantes, tellement que je pleurais en silence en regardant le film parce que j'étais en mode je veux m'échapper. Oh merde. Donc ouais, c'était une expérience qui m'a pas mal marqué dans ce sens-là. C'est drôle. C'est drôle triste et drôle à la fois. Surtout qu'en plus, pour rajouter une petite nuance d'amusement et d'ironie à l'affaire, 20 minutes plus tard, après le début du documentaire, mon grand-père dormait. Et il a dormi tout le long. Oh putain. Yes. Putain, bon, pendant qu'il dormait, finalement, il n'y avait plus besoin de respecter. Tu aurais pu bouger. Ouais, mais je crois que ma mère s'est un peu prise au jeu, elle. Donc voilà. On va grandir un petit peu maintenant. Et quel genre de film tu regardais adolescente ? Alors, pendant longtemps, je faisais avec la réserve de cassettes abandonnées et je tournais pas mal sur les autres films. Et après, mon grand frère, quand il m'a fait un petit peu découvrir les joies de Emule à l'époque, donc voilà, le téléchargement illégal, où il y avait une chance sur 3 d'avoir un porno quand tu téléchargeais Pirates des Caraïbes. Oui, c'est sûr. Là aussi, j'ai eu de belles surprises. Et du coup, à partir de là, j'ai pu un peu plus diversifier et j'ai très vite été très fantasy et science-fi. Mais je regardais quand même un peu de tout. Mais je dirais quand même que voilà, ça a été très tôt et jusqu'à maintenant mes genres préférés. Ok. Bon alors, parce que il n'y a pas cette question, j'ai envie de rester sur ce que tu es en train de dire là. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les films récents, il y a des films, alors pas science-fiction, parce qu'il y en a encore beaucoup des films de science-fiction, mais fantasy, on n'en voit pas des masses, je trouve. Est-ce que c'est quoi un peu le dernier film fantasy qui t'a marqué ? Mais qui est sorti dans ces dernières années, je veux dire. C'est un petit peu compliqué parce que déjà je regarde beaucoup de séries, parce que déjà dans la fantasy, dans les séries, il y en a beaucoup plus. Donc la science-fiction aussi, il y en a beaucoup dans les séries, donc c'est vrai que ne trouvant pas toujours le quota de ce que j'aime dans le cinéma, j'ai vite tendance à compenser aussi avec beaucoup de séries. Donc et là je suis plutôt gâtée en vrai, hein, donc voilà, pas plus tard que hier je regardais les épisodes de la saison 2 de Sandman, donc niveau fantasy on est bien dedans. Donc c'est vrai que ça me paraît pas forcément si lointain de découvrir de la fantasy. Et je vais peut-être avoir plus de mal à retrouver un film en particulier. Il y en a certains qui m'ont marqué, mais de là à dire que c'est le dernier que j'ai vu... non, mais ce que je veux dire, c'est que je me demande s'il y a vraiment genre un grand film fantasy qui est sorti ces dernières années qui est marquant. Je veux dire, moi j'ai l'impression que depuis Les Seigneurs des Anneaux et Harry Potter, il n'y a plus rien, quoi. Alors c'est qu'une impression, hein, mais il y en a peut-être que je zappe là de ma tête. Si, il y avait Donjons et Dragons qui a bien marché, mais je l'ai pas vu. Mais après... il est très sympa, c'est vrai que maintenant que t'en parles, tout le monde dit qu'il est très bien. Ouais. Parce qu'en fait, de base, c'était un film que je pensais qu'il allait être vraiment nul, mais j'avoue que ça a été une très belle découverte. Attends, je réfléchis. C'est vrai qu'en fantasy, c'est... si, je viens de me rappeler d'une œuvre fantasy qui m'a vraiment marqué ces dernières années, c'est The Green Knight. Ah oui, c'est plus particulier là du coup. C'est oui. Très lancinant comme ambiance. C'est... Complètement. Ouais, film de David Lowery, j'avais pas aimé son A Ghost Story, le film qu'il avait fait juste avant que Jérémy adore. Je me suis dit, ce mec-là, voilà, il a une ambiance très posée, etc. Et le voir s'attaquer à une histoire comme ça, sur l'histoire du Graal, etc. Mais enfin, avec un des chevaliers de la table ronde, on va dire, qui fait sa quête de son côté, quoi. Ça m'intéressait, je me suis dit, il y a moyen de voir quelque chose. Et puis la bande-annonce me vendait du rêve. Je me disais, putain, ça a l'air tellement esthétique, tellement beau. Et c'est vrai que j'ai été agréablement surpris. Je me suis dit, j'ai pas trouvé incroyable,
mais j'ai trouvé le film plutôt réussi quand même. J'avoue que moi, je l'ai trouvé incroyable. Ah ouais. Ouais. Je peux comprendre. J'étais vraiment prise dedans. En plus, il y a énormément... En fait, moi, j'adore l'analyse symbolique. Hein. C'est pas pour rien que les cinésphères, dans les cinésphères, bah, c'est un peu mes émissions phares aussi. Hein. C'est un petit peu mes préférées. Eh ben, c'est parce que j'adore l'analyse du cinéma et des questions de cinéma, la symbolique, comment chercher le fond derrière la forme, etc. Eh ben, Et du coup... Vivement qu'on fasse la rétrospective sur Denis Villeneuve, parce que alors niveau symbolique, ce mec, c'est incroyable. Ça ne s'arrête jamais. Je pense à toi tout le temps. C'est pas pour rien que c'est un de mes réals préférés. Hein. Ah ouais, c'est clair, quand j'ai vu Maelstrom, j'ai fait « Ah waouh !» Franchement, mais alors ce film, il me tarde d'entendre l'analyse de Cassandre sur ce film, parce que je suis même pas sûr d'être totalement remis du film, tu vois. Mais j'avoue qu'il y a de quoi faire avec celui-là, effectivement. Ah ouais. En bref. Donc, The Green Knight, je trouve que c'est un peu du même acabit. Il y a 1000 trucs à analyser, le moindre plan a vraiment un sens dans ce que le film veut dire, et en plus, en termes d'ambiance, c'est perché, mais c'est hypnotique, je trouve. Du coup, j'avoue que moi, il a marché à 200%, quoi, pour toutes ces raisons. Hypnotique, c'est exactement ça. Mais comme A Ghost Story, hein, si les gens l'ont aimé, c'est pour ce côté hypnotique. Moi, c'est juste que faudrait que je le revoie, en vrai, parce que j'ai buté sur une scène à la con, où c'est 10 minutes d'une meuf qui mange une tarte en plan fixe. Ça m'a saoulé, en fait. Je me suis dit, si c'est pour faire ça, c'est comme 2 millions de lycées de l'espace. C'est pas parce que vous faites quelque chose avec une prise de risque, c'est-à-dire la prise de risque d'ennuyer le spectateur, que pour moi ça fait un bon film. Je me suis réellement ennuyé. Je me suis pas dit oui mais l'ennui c'est pour faire comprendre le deuil et machin. Non, je me suis fait chier, c'est tout. C'est la seule chose que j'ai ressentie. Il y a peut-être 50 symboliques derrière, mais ouais, malheureusement ça marchait pas sur moi. Mais maintenant que je suis au courant, ça t'a décroché. C'est vrai que je revois le film parce que je suis sûr qu'il est mieux que ce que je pense. Bah écoute, moi je l'ai pas vu, je le connais seulement de réputation, mais avec ce que tu m'en dis, ça m'intrigue beaucoup. Je pense que je vais pas tarder à rattraper ça. Ah ouais, je pense que c'est complètement ta cam et que tu kifferas, et tu pourras en parler avec Jérémy parce qu'il aime beaucoup aussi, comme je te disais, donc carrément. Est-ce que, toujours un peu adolescente, hein, mais est-ce que tu parlais de films où tu partageais des répliques avec des potes ? Assez peu, parce que en fait, mes potes étaient pas tellement cinéma. Moi j'étais en art plat, donc du coup, j'ai vite été en section, en tout cas pour le lycée, c'est-à-dire littéraire, art plat. Du coup, paradoxalement, on parlait pas forcément beaucoup plus de livres, hein. On était tous très manga. Hein. Je dirais que c'est l'entre-deux entre la littérature et l'art, tu vois, et de notre génération, c'était manga. Ouais. Donc, du coup, en fait, à part ça, il y a pas... Non, le cinéma, c'était un petit peu... Je dis pas qu'il n'y a pas eu des exceptions par-ci, par-là. Déjà, Mission Cléopâtre, le film de notre jeunesse, en tout cas, nos générations à nous, qui a été iconique dans notre jeunesse. On t'a toujours au moins un pote pour te réciter les répliques en boucle. Et mais à part celui-là, je suis pas sûre d'en voir un vraiment qui nous a unis, surtout qu'en plus comme on était en art plat, il y avait pas mal de personnalités assez marginales et un petit peu de tous les horizons aussi d'ailleurs, donc on n'avait pas, même en termes de classe sociale, hein, on n'était pas tous de la même classe sociale, du coup ça fait qu'il y avait des goûts très avec des fossés en fait entre nos goûts à chacun en matière de cinéma. Donc des fois on se conseillait des trucs par-ci par-là, mais souvent ce que l'un conseillait aux autres n'allait plaire à aucun autre, quoi. C'était c'était très coupé. Vous aviez pas ce truc du film culte moi à chaque fois j'ai l'exemple de la scène, je sais pas si tu as vu la série Bref. Je pense que oui, je crois qu'on en avait déjà parlé. Mais dans Bref, souvent ils font des références, c'est dans la cour de récré, à Retour vers le futur, des trucs comme ça, ou à la Cité de la peur. Et c'est vrai que je me demandais si c'est un truc que t'as pas eu, toi, de partager vraiment un film un peu culte avec des copains et d'en parler tout le temps. Bah non, parce que rien qu'en prenant... comme je dis, à part Mission Cléopâtre, lui, c'était vraiment celui qui a touché tous les publics, de toutes les tranches d'âge, de toutes les classes sociales. C'est vraiment l'exception à la règle. Mais sinon, à part ça, en fait, rien qu'à nos générations, je veux dire, si on prend les grandes sagas, je veux dire, dans notre groupe, j'ai l'impression que tu vois, quand on aime une des grandes sagas vraiment iconiques de notre jeunesse, t'en aimes une en particulier et t'as tendance à un peu moins aimer les autres. Tu vois, genre par exemple, je trouve que quand t'as un Potterhead, il va peut-être un peu moins aimer en général, hein, pas de façon systématique, mais un peu moins aimer le Seigneur des Anneaux et Star Wars et vice versa, quoi. Ça tourne un peu. Dans notre groupe, t'as vraiment, même là-dedans, même dans les œuvres les plus iconiques, personne n'était fan du même. Hein. Oui, ça c'est clair. Quel film, enfin s'il y en a un, mais
Est-ce qu'il y a un film qui t'a fait un peu passer de consommateur de films à cinéphile? C'est-à-dire là où t'as compris réellement que c'est ça le cinéma, que ça t'apporte quelque chose de plus que juste un divertissement. Je dirais un petit peu, on revient un petit peu au film que j'ai cité tout à l'heure. Je dirais que ça se battait entre 4 films qui ont vraiment été une sorte de choc pour moi dans l'enfance. C'était vraiment Gladiator dans l'expérience familiale, c'est vraiment un film qui m'avait beaucoup marqué. Et puis en plus, je sais pas, ça m'avait touché de voir qu'à la fin, toute ma famille, même mon père qui est pas cinéma, de voir que tout le monde pleurait à la fin. C'était vrai, je me souviens que ça a été une expérience un peu marquante pour moi. Et après, il y a eu, donc comme je disais, Princesse Mononoke, du coup Matrix, bien évidemment. Et après, je rajouterais en 4e le Dune de Lynch. Je l'ai découvert très jeune et je me souviens encore que j'avais des amis à mes parents, enfin des enfants d'amis à mes parents, donc des garçons un peu plus âgés que moi, mais qui étaient mes amis d'enfance, qui étaient avec moi. Ils s'en battaient les steaks de ce film. Vraiment, moi je me souviens que je suis tombée amoureuse de ce film, alors que eux ils arrêtaient pas de se foutre de la gueule du film, qu'en plus ils arrêtaient pas de le couper, mais ils parlaient entre eux, en fait ils me calculaient pas trop, moi j'essayais juste de les oublier, mais ils faisaient du bruit et tout, donc c'était chiant. Mais je me souviens que moi j'étais happée, moi je me suis dit mais il est trop bien. Et du coup ils m'énervaient là, les deux autres là, à faire leur vie derrière sans s'occuper du film, mais du coup, je me souviens vraiment que j'étais frustrée et que j'étais une enfant très douce, donc j'avais pas du tout... Mais là, j'avais envie de les taper, quoi. J'étais vraiment... Je me souviens que le contraste entre l'expérience que je vivais à travers le film et le désordre autour de moi qui me contrariait particulièrement. Et du coup, voilà, ça a été vraiment aussi un de mes... C'est incroyable. Un de mes chocs. Je trouve que pour des films d'enfance, tu m'étonnes. Enfin, je veux dire, ce sont des films qui représentent réellement c'est vraiment des choses incroyables pour le cinéma. Autant Gladiator pour le côté grandiose du péplum, Matrix pour la révolution incroyable que c'était du cinéma d'action et science-fiction, du cinéma tout court en fait. C'est une révolution absolue ce film. Faut qu'on fasse un jour une rétrospective Matrix parce que j'ai tellement de choses à dire. Tout le monde en a parlé, mais je veux en parler pour le plaisir. Voilà. Ça a déjà été fait par des milliards de personnes qui ont dit des choses sûrement beaucoup plus intéressantes que ce qu'on en dira, mais juste le plaisir de dire que c'est bien. Ça me va très bien. Je suis bien d'accord, je signe. Et donc ouais, tu cites ça, et Dune. Mais Dune, putain, c'est... Alors, Princesse Mononoke, oui, évidemment, c'est quand même un chef-d'œuvre absolu du cinéma de l'animation. Hein. Et même pas que japonais, du cinéma d'animation tout court. Et vraiment, mais Dune, moi, j'avais pas accroché. Je me rappelle, j'étais aussi tombé dessus, petit, à la télé. Et je me disais, mais c'est quoi ce truc, quoi? Je sais que je voulais le voir parce que je savais que c'était un truc de science-fiction et je m'attendais peut-être à voir un truc style Star Wars. J'étais pas un énorme fan de Star Wars, mais je m'attendais sûrement à voir un truc dans ce genre-là avec de l'action, des machins et tout. Et je me rappelle que je me m'étais fait chier et que je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Et je l'ai coupé et je suis parti en fait. J'aurais fait partie de ta bande de potes qui parlaient tout le temps, quoi. Je comprends. Après, en grandissant, j'ai calculé comment les gens le réceptionnaient à part moi et du coup, j'ai arrêté de le conseiller aux gens parce qu'après, ils m'en voulaient. Donc, j'ai appris la vie sur le tas là-dessus. Mais ouais, j'avoue que moi, mais justement, pendant très longtemps, j'étais la seule vraiment à... Enfin, je connaissais personne d'autre jusqu'à ce que je vive avec ma colocataire actuelle, que je lui fasse découvrir le film et qu'elle adore. Mais c'est la première personne de ma life, dans mon entourage, à aimer ce film. Ce film, il est détesté, risible, ridicule pour toutes les personnes qui m'ont toujours entouré, quelles que soient les périodes de ma vie. Putain. Alors, mais maintenant que je l'ai vu, je l'ai pas trouvé détestable. Je l'ai pas adoré, clairement pas. Je pense que je suis sur une bonne moyenne, quoi, 5-6, tu vois. Mais il est pas détestable du tout. Et moi, ce qui m'avait tué, c'est que David Lynch le renie. Parce que ouais, je trouve que ça se ressent quand même, le David Lynch dedans, je trouve. C'est-à-dire qu'il est peut-être mal adapté le livre, machin et tout, ok. Mais qu'il le renie en tant que film, je trouve ça con parce que je trouve que ça se ressent, que c'est réalisé par lui. Le côté entièrement fait. Enfin, il y a énormément de voix off. Et raconté avec sa version interne, tu entends les pensées de chaque personnage et tout. Et ce côté-là, c'est tellement... Moi, c'est ça qui me marque le plus. Je sais que si je ferme les yeux, que j'essaie de me souvenir de Dune,
Je me souviens un petit peu de l'esthétique, surtout des armures là, qui sont très très laides. Mais donc du coup, ça m'avait marqué. Mais ce qui m'a marqué le plus, c'est plus une ambiance, cette ambiance un peu onirique qu'il y a pendant tout le long, où tu entends les voix des personnages intérieurs et tout. Et c'est ça, franchement, c'est du pur Lynch, je trouve. Et je sais pas, je comprends pas qu'il ait renié ce film du coup. Bah ouais, surtout qu'en plus, moi quand je l'ai appris, bah justement, là c'était pareil, début de ma vingtaine, hein, je l'ai pas appris rapidement. Donc quand j'ai appris ça, c'est vrai que ça m'a d'autant plus touché que pour moi c'est un film qui m'a, je sais pas, qui m'a touché profondément très jeune et que j'ai revu 1000 fois dans ma vie. Donc c'est vrai que savoir que même son créateur il crache dessus, j'étais en mode, mais personne au monde n'aime ce film à part moi, c'est dingue. Même pas celui qui l'a fait quoi. Donc ouais, c'était triste. Quel film te touche le plus ou te fait le plus pleurer? En tout cas, te touche le plus au moins. Ça va être très dur. Je vais juste parler de ceux que je vais avoir en tête, mais en sachant que c'est pas du tout une liste exhaustive parce que moi, pleurer devant les films, c'est la quintessence de l'expérience que je recherche. Donc, ah ouais, tu le fais jamais? Ah si, au contraire, j'adore ça. Ah oui, non, d'accord. Tu le fais souvent du coup. Du coup, c'est ça, du coup, je recherche tous les films. À chaque fois qu'on me promet des larmes, je suis la première à y aller. Je dis pas que ça marche à chaque fois, mais du coup j'en ai plein des films qui me font cet effet-là. Donc c'est pour ça que je dis liste non exhaustive. Je vais juste parler de ceux qui me reviennent en tête, là, de façon un peu abstraite. Je dirais qu'il y a Interstellar, que j'ai revu il y a pas longtemps. Ah, lui... j'ai beau le revoir, il marche même dans le revisionnage. Hein, parce qu'il y en a certains, ils me font pleurer une fois, mais je les revois, ça marche plus. Lui, non, même en le revoyant, ça marche à nouveau. Faudrait que je le revoie celui-là. Ah bah, moi j'avoue que c'est Sheila d'assurer. Au moins 2-3 fois dans le film. Donc il y a celui-là. Après, après il y a les classiques un peu, hein, c'est-à-dire ceux qui font cet effet-là, je pense à tout le monde. C'est-à-dire La Ligne Verte, Titanic... Voilà, je ne fais pas exception à la règle, hein, tout cela marche très bien sur moi. Je les ai peut-être moins revus, mais c'est efficace. Et après, peut-être en un peu plus particulier. Ah là là, je vais galérer à dire le titre. Ah, vas-y, ça fait longtemps que je me suis pas foutu de la gueule de ton accent. Attends, au moins je veux le titre sous les yeux, quitte à ce que je l'écharpie en le disant, tu vois. En plus, on en a déjà parlé, c'est Everything, Everywhere, All at Once. Oui. Ok. Et oui, voilà. C'est vrai, tu avais raconté par rapport à la relation. C'est ça. Bah lui, pas que, c'est pas que la seule raison, non, mais je dirais que lui, il me fait au moins 2 fois. Il y a 2 fois où je pleure dans ce film systématiquement aussi. Ok. Et moi, je me rappelle pas avoir été touché dans ce sens-là dans ce film. C'est fou, faut que je le revoie parce que je sais que je l'avais adoré, mais faut vraiment que je le revoie. Ah mais par exemple, je l'ai montré à pas mal d'amis et la plupart de mes proches ont aimé le film, mais je crois qu'il y a que moi qui pleure devant. Hein. Donc ça c'est pour le coup c'est très propre à ma vie personnelle. C'est pas quelque chose qui marche en mode drame sur tout le monde. C'est plutôt une résonance. Ouais, je vois. À mon vécu. Oui, c'est ça, c'est ce que tu avais dit. Tu avais parlé de résonance. Je m'en souviens maintenant. Quel film te fait toujours autant rire? C'est-à-dire que tu peux le revoir autant que tu veux, à chaque fois, au moins, même si tu éclates pas de rire, tu souris toujours et tu te dis, putain, qu'est-ce que c'est drôle. Bah déjà, Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, hein, j'ai grandi avec, c'était le seul truc qui nous faisait des refs en commun. Ouais, je pense que lui me fait toujours marrer. Après, bon, c'est pas un film, mais bon, Kaamelott, c'est un peu dans les mêmes vibes, hein, je partage ça avec beaucoup de potes, donc c'est vrai que c'est un peu un incontournable. Alors, pas le film pour le coup, le film, je le trouve pas très drôle, mais... Oui, voilà, on en a assez parlé, ouais. Yes. Mais par contre, la série marche très bien. Après, je réfléchis s'il y en a d'autres qui peuvent venir où je trouve... En fait, moi, j'ai pas le rire facile, c'est pour ça que je suis pas une amoureuse de la comédie au sens large, parce que déjà, si un film m'arrache des sourires, il a déjà sacrément fait le taf, hein, parce que j'ai pas... Voilà, je vais pas rigoler facilement. Ok. Mais donc voilà, je pense que après il y a beaucoup de comédies qui me plaisent, mais elles m'arrachent plus des sourires que des rires. Ok. Que ce soit film français ou américain. Ouais, bah déjà je suis. Ouais. Ah si, Le Dîner de con. J'aime beaucoup Le Dîner de con aussi. Okay. Le film qui t'a le plus choqué? Alors jeune, je dirais que autant Cube il est passé plutôt crème. Autant par contre, je me souviens que Saw avait été une expérience un peu plus marquante dans mes jeunes années. Ah ouais. Le premier? Ouais. Ok. Ouais, le premier.
Ah, pas les autres. Juste le premier, je me souviens. Surtout la fin, quand t'as le mec qui se scie la jambe. coupe la jambe. Ouais. Voilà, quand il se scie la jambe. Je me souviens qu'en fait, j'étais rentrée un peu en empathie avec le personnage et que ça m'avait voilà, que ça m'avait fait un peu. Ça m'avait fait de l'effet, quoi. Ah bah tu m'étonnes, oui. Donc voilà, un jeune, il y a celui-là. Ouais. Puis après, le problème, c'est que c'est pas des. Enfin, les films d'horreur, après, ils m'ont pas vraiment marqué dans leur. Comment dire, dans leur côté graphique, parce que je suis devenue immunisée, du coup, assez jeune Ouais. à l'aspect graphique des films. Du coup, au mieux, ça me faisait rire. Au pire, je trouvais ça enfin, j'étais parfaitement indifférente. Et du coup, dans ce qui me marque, ça me marque jamais pour la raison que t'avances, quoi. Soit ça me marque parce que je trouve ça excessivement nul, genre Piranha 3D ou ce genre de choses, c'est pas du tout ma came. Donc ça va me marquer dans ce sens. Ou alors d'autres vont me marquer parce que c'est excessivement bien. Genre je me souviens de Martyr qui m'avait énormément plu pour son final, Ouais, donc tu je ne m'étonnes. spoilerai pas ici, mais qui avait été vraiment une expérience très marquante pour moi dans le bon sens. Mais c'est voilà, encore une fois, c'est pas tellement pour leur aspect graphique ou choquant dans le premier sens du terme, quoi. Hmm. Mais du coup, aujourd'hui, t'as pas un autre film qui t'a quand même choqué un peu plus psychologiquement, du coup? Qui t'a vraiment retourné ou où tu te dis, putain, j'aurais peut-être du mal à le revoir, quoi, tellement ça m'a... Pas tellement, parce qu'en fait, quand je ressens ça, quand je ressens un malaise ou quelque chose d'assez appuyé, c'est tellement léger, ça m'arrive tellement jamais qu'en fait, je peux facilement être à la recherche de ça. Par Ouais. exemple, un des films qui m'a fait vraiment un effet comme ça de malaise assez appuyé, c'est Grave. Ouais. Et Grave, je l'ai revu au moins 4 fois depuis. Ok. Donc en fait, cette sensation est pas assez appuyée pour que je la rejette. Elle est suffisamment, elle est très subtile, donc du coup, j'en suis plutôt à la recherche. Ok. Quelle scène de film t'a énormément marqué? Alors, c'est pas forcément un film qui t'a marqué, mais il y a une scène vraiment précise d'un truc où tu t'es dit, waouh. Ça peut être dans tous les sens, c'est marqué parce que triste, parce que incroyable, parce que dégueulasse, tout. Mais une scène qui t'a marqué. Alors dans le côté un peu choquant, bah bon, je fais un petit peu double usage peut-être avec le précédent, mais pour le coup c'est pas du tout un film d'horreur. C'est peut-être Le Pianiste. Je me souviens qu'il y a une ou deux scènes dedans que je trouve particulièrement marquantes. Ok. Mais dans l'horreur, justement, mais pas une horreur justement horrifique, une horreur de drame historique, quoi. Mhm. Une horreur un peu qui renvoie à quelque chose qui s'est réellement passé. Et donc, je dirais qu'il y a la scène de l'enfant qui passe en dessous du mur et qui, je sais pas si tu te souviens Je l'ai jamais suffisamment vu. du Non, non, pianiste. je l'ai jamais vu. Ah, tu l'as jamais vu, ok. Je Mais m'arrête vas-y. là. Non, tu peux, vas-y, parle. C'est le but T'es du sûr podcast, c'est de parler du cinéma. Oui, oui. C'est pas... Des petits spoils de scène ne me dérangent pas, t'es pas en train de me révéler un twist. Donc c'est bon. Certes. Bon, ben du coup, il y a une scène où en fait, il y a le héros, ils sont déjà enfermés, comment dire, clôturés enfin, entre les murs, quoi, donc dans la zone pour les juifs. Et du coup, il passe à côté du muret et il voit un petit trou en bas du muret, et il y a un enfant enfin, qui se faufile et qui s'enfuit, il me semble. Hein. Et du coup, il y en a un deuxième qui essaie de se faufiler. Et du coup, sauf qu'en fait, on entend des cris allemands derrière le mur, et on comprend en fait que le gosse, il vient de se faire choper en fait à la moitié du corps. Et du coup, le héros, il essaye de tirer l'enfant pour le ramener de ce côté du mur parce enfin voilà, parce qu'il vient de se faire prendre. Sauf qu'en fait, on entend des coups, des cris, et en fait, on comprend, alors que lui, il essaie de le tirer et qui tient le gosse. Bah, en fait, on comprend que de l'autre côté du mur, les gardes, en fait, ils l'ont tabassé jusqu'à la mort. Et du coup, après, tu vois l'enfant en train de mourir, en fait, et en train de hurler de douleur, de pleurer jusqu'à ce qu'il meure, alors qu'il tire ses bras, alors qu'il essaie de tirer ses bras, quoi. Et je trouvais que c'était une scène qui était horrible. Tu m'étonnes. En plus, c'est un gosse, et il est assez jeune, en plus, hein, de ce que je me souviens, il a l'air d'avoir, je sais pas, 10 ans à tout casser. Donc, enfin voilà, c'était une scène que j'avais trouvée marquante en plus dans l'horreur de ce qu'elle implique de réel. Je dirais qu'après, il y a plein de scènes qui ont un peu marché sur moi, comme elles ont marché sur plein de monde. Hein. La première fois que la musique de Jurassic Park s'active, quand t'as la fameuse musique avec un plan sur un diplodocus. Enfin, voilà, c'est des scènes, je pense qu'après, voilà, c'est des scènes qui n'ont pas marqué que moi, quoi. Oui, qui bien peuvent sûr. me venir là spontanément, en tout cas. Non, mais c'est vrai que celle que tu as dit est assez incroyable parce qu'elle m'a foutu des frissons alors que je l'ai jamais vue.
Donc, Mm. euh, quel film détestes-tu? Genre, tu te dis, mais c'est vraiment... Limite, presque, c'est pas nul, c'est que ça t'énerve, en fait. Alors, je vais peut-être justement mettre une petite nuance là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a énormément de films qui m'énervent, mais en vrai, je pense que j'en déteste aucun. Parce Ok. parce qu'une fois que je me calme, je me rappelle qu'il y a plein de gens enfin, qu'il y a toujours au moins une personne pour passer un bon moment devant un film que j'exècre. Et du coup, je sais pas, je trouve ça louable, en fait. Ouais, Je mais trouve qu'à bon, partir du moment là, où- on parle pas de recul, on parle seulement de ressenti. Un film que t'as vu et que tu te dis, mais vraiment, ce film, je le supporte pas, quoi. Oh là, bah, en vrai, j'ai pas la... Enfin, dans ce sens-là, j'ai pas l'énervement difficile. Hmm. Donc, donc il y a pas mal de trucs qui m'énervent. Bah déjà, je dirais que bah, la première fois... Déjà, la plupart des gros blockbusters qui sortent ces derniers temps, en vrai, ils ont plutôt tendance à m'énerver. Genre, quand j'ai Ouais. vu Jurassic World, j'étais très énervée. Quand j'ai vu Godzilla, le premier, j'étais très énervée. Parce qu'en plus, je suis le public, hein, je précise quand même. Hein, c'est que j'en veux moins aux films d'où je suis pas le public. Des fois, je suis pas le public, c'est comme ça. Mm. Mais par contre, là, je suis complètement le public. Donc, j'ai la rage, en fait, quand je vais voir ce que ça donne. Et que j'avais espoir de passer un super moment et que je vois que c'est pas le cas. Deadpool et Wolverine aussi. Qu'est-ce qui m'a énervé celui-là? Je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont adoré, même dans ceux qui exècrent les Marvel. Mais moi, c'est pas passé du tout. Hein. Je trouve vraiment que c'est le mercantilisme décomplexé. Et enfin, vraiment avec un scénario à pleurer. Pas dans le bon sens. Donc, du coup, ouais, déjà tout ça, c'est vraiment pas mon truc. Après, je dirais que j'ai un énervement aussi plus particulier sur les adaptations mythologiques à l'américaine. Parce que j'adore la mythologie grecque, que je trouve qu'elle a des, je sais pas, des, des nuances bien à elle. Enfin, j'aime bien la mythologie de façon générale, mais disons que la plus adaptée, c'est la mythologie grecque. Donc, j'adore les mythologies. Et la mythologie grecque, bah, je trouve qu'il y a une forme de, je sais pas, de cruauté et de philosophie propre à la mythologie grecque qui me fascine. J'adore les mythes grecs, j'adore la mythologie au sens large, hein, de toute façon. Mais alors quand c'est adapté à l'américaine, et que c'est mouliné à la sauce catholique conservateur, on fait en plus version blockbuster, tout ce qui est Colère des Titans, L'attaque des Titans, Les Éternaules, il y a très peu de films de mythologie sur lesquels je cracherai pas dessus, tellement je les exècre. Parce que quand Oui, je vois je le comprends. matériel qu'ils ont de départ et ce que ça donne, ça me dépite. Ouais, ça me faisait pareil avec les contes, moi, à l'époque. Je me disais, mais c'est tous les contes de Grimm et tout, j'ai envie de dire, mais c'est des contes, quand tu vois que, je sais pas, Cendrillon, il paraît que le nouveau, là, The Ugly Stepsister, est beaucoup plus proche du conte. Il me donne vachement plus envie. Mais en général, tu vois, que quand dans Cendrillon, quand tu lis le conte, que la meuf, elle se coupe le talon, elle se coupe l'orteil pour rentrer dans la... Tu fais, c'est affreux, mais au moins ça explique quelque chose, tu vois. Et le fait d'enlever tout ça, dans tous les trucs qui ont été faits derrière, parce qu'il faut que maintenant Cendrillon ce soit mignon, parce que Disney l'a fait mignon, donc maintenant dès qu'on fait un film Cendrillon, il faut que ce soit mignon. Tu fais, mais c'est nul. Enfin, c'est... Et donc je comprends les trucs, enfin les Américains, comme tu dis, autant ils peuvent faire des putains de films bien choquants, mais il y a des trucs sur lesquels ils sont cons, putain. Et comme tu dis, c'est vrai que la mythologie grecque, j'y connais pas grand chose pour de vrai. Genre, c'est avec mon ex-femme qui m'en parlait un petit peu avec les bouquins qu'elle étudiait et tout. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, le peu qu'elle m'explique, que ce ne sont que des trucs de trahison, de viol, de machin. Tu fais, mais what? C'est affreux tout ce qui se passe en fait. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais vu tout ça. Je sais pas ce qui va se passer dans l'Odyssée de Nolan. J'essaie de lui faire confiance, mais... J'avoue, j'ai un peu plus hâte déjà. Ouais. Mais déjà, pour illustrer un petit peu le truc sur la mythologie vite fait, s'il y a un truc qu'on peut résumer, c'est que Zeus, Héra et Poséidon, qui font partie quand même des dieux les plus iconiques, sont des saloperies. Ah oui, avec notre sûr. morale d'aujourd'hui, sont des saloperies absolues. Hadès, c'est peut-être un des plus sympas des trois frères qui dirigent un peu le truc. Donc le fait d'en faire Satan dans la moindre adaptation et de faire Zeus ou Poséidon en image divine paternaliste, ça me frise, parce que c'est le seul qui était valable dans le lot. Et comme tu dis, l'enfer, c'est le côté catholique en fait. C'est le royaume des morts égale enfer, quoi. C'est exactement. Alors que du coup, le Tartare, c'était bien plus complexe que t'es méchant, tu vas en enfer. Et du coup, bah, c'est pour ça que je me dis, c'est quand même triste de savoir qu'il y en avait un potable dans le lot et que c'est lui qui encaisse la doublure de Satan, quoi. Surtout en sachant à quel point les autres étaient de véritables saloperies avérées par la version d'origine, quoi. Donc,
Donc ouais, rien que ça, voilà, je connais très peu d'œuvres qui ont suivi déjà rien que ce constat-là. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu chronologiquement quels ont été tes acteurs ou actrices favoris et d'enfants à aujourd'hui? En gros, au début, tu disais, ah, je regardais beaucoup de films avec telle personne, et en grandissant plus avec telle personne, etc. Et pareil avec les réalisateurs, réalisatrices. Alors, j'ai bien peur que les réalisateurs, jusqu'à assez tard, c'était une info assez facultative dans Oui, mon bien expérience cinématographique. C'est normal. Surtout qu'en plus, comme je disais, j'étais un peu... Enfin, mon frère il s'est barré de la maison dès qu'il a eu 18-19 ans. Donc, du coup, des gens avec qui parler cinéma, j'en avais pas des masses. Donc, ça aide pas à faire sa culture un peu autour. Et du coup, après, pour ce qui est des acteurs, je pense que comme beaucoup de gens, encore une fois, de ma génération, Robbie Williams a été un acteur majeur de ma jeunesse. Robin Williams. Merci, Tu pardon. veux dire Robbie Robin Williams, c'est le chanteur. Ouais, Ça. le chanteur. Oups. Robin Williams a été donc du coup un acteur très marquant de ma jeunesse, comme beaucoup d'autres de ma génération. Évidemment. Et... Après, je connaissais, comment dire, Meryl Streep pour l'amour que ma mère lui portait. Mhm. Et du coup, ça m'a fait un peu plus repérer cette actrice aussi quand j'étais plus jeune. Après, Angelina Jolie aussi. Maintenant que j'y pense, Ok. j'ai découvert Wanted avec elle. Mhm. On ne rigole pas, hein. Je me suis rattrapée. Et du coup, j'ai découvert Wanted avec elle et j'avais trouvé ça génial, j'avais trouvé hyper badass, hyper stylé. Et du coup, à partir de là, Angelina Jolie, j'avais un petit peu envie de savoir ce qu'elle faisait à côté. Mhm. Puis après, je dirais que pour les autres, Tu as vu le film c'est pareil. qui se passe dans un asile là? Ouais, celui qu'elle a fait à Winona Ryder. Ouais, c'est ça. Tu l'as vu celui-là? Ouais. Il Ouais, est je l'ai sympa. vu. C'est Ouais. Jérémy qui me l'avait conseillé et il est pas mal du tout. C'est vrai. Ouais, je m'étais justement renseignée en faisant sa filmographie et du coup, je l'avais trouvé très sympa aussi. Mais en réalisateur, donc ok, c'est vrai que comme tu dis, tu t'y es mise tard, mais du coup, tu t'es mise à aimer un peu des réalisateurs que maintenant tu les connais, tu sais que tu les aimes, comme Denis Villeneuve, justement, ce genre de choses. Ou est-ce que tu as eu aussi un peu, genre, moi pareil, les réalisateurs, c'est plus adolescent que j'ai commencé à les découvrir, même assez tard dans mon adolescence. Mais c'est vrai que si tu vois, par exemple, je commence à faire déjà les réponses. Je vais pas les faire. Mais parce que sinon je n'aurais plus rien à dire dans les. C'est compliqué. Mais bref, est-ce qu'il y a eu des réalisateurs auxquels tu t'es plus focalisé pendant une période, après tu les as un peu délaissés pour passer sur un autre? Après, il y avait on va dire ceux qui sont célèbres à la Nolan. Après, il y avait les Wachowski, forcément, comme elles ont fait Matrix, c'est pareil, j'avais un petit peu envie de voir. Lynch, comme il avait fait Dune, j'ai un petit peu regardé aussi. Alors, sans faire le lot, en vrai, parce que des fois, je regardais un autre film et derrière, il me plaisait pas, ça me donnait pas envie de m'en enchaîner 5 comme ça, quoi. Donc, surtout que certains, c'est une ambiance, quoi. Faut avoir le goût de les enchaîner, surtout quand tu commences, en fait, quand t'es au début de ta construction en tant que cinéphile, tes goûts, ils évoluent aussi. Ce que je disais avec Dupieux, que j'aime beaucoup aujourd'hui, mais je pense que je le découvre à 20 ans, je pense que j'aimais pas du tout. Hein. Ouais, je comprends. Donc, après, il y avait Thomas Winterberg aussi, qui m'avait peut-être marqué plus spécialement. C'est celui qui a fait Festen, c'est ça? Ouais. Je crois que j'ai vu que Festen. Franchement, il y a de quoi rattraper, hein, parce Ouais, que j'imagine. là, j'ai Drunk en tête, j'ai aussi La Chasse. Oui, pareil, je connais de noms et je connais de réputation et tout. C'est vrai qu'il faudrait que je le voie. Donc, Ok. voilà, après, je dirais que j'étais plus attirée par un film que vraiment par un réal pendant longtemps. C'est plutôt récent, le fait que je m'intéresse à un réal. Ok. Quelles sont tes meilleures et pires expériences de cinéma en salle? Alors, désolé, je rajoute juste un petit truc, j'ai oublié pour la question précédente, Oui. mais Shyamalan aussi. Ah Où oui. j'avais adoré Shyamalan à une période, et je m'étais un peu tapé tout ce qu'il faisait, et j'avais adoré Incassable, j'avais adoré The Village, le Sixième Sens, tu vois, ça a été un des réalisateurs qui m'a marqué assez tôt aussi. Ok.
Et c'est quoi, Phénomène aussi? Tu l'avais aimé celui-là? C'est comme ça qu'il s'appelle? Oui, c'est ça. Beaucoup moins pour le coup. Ouais. En fait, Phénomène, il me vendait du rêve par sa bande-annonce. Vraiment, Ouais. j'avais bavé dessus. J'avais très très envie de le voir. Et quand je l'ai vu, en fait, j'ai plutôt déchanté pour le coup. Parce que tout le monde chie dessus. Et moi, quand je l'ai vu, j'ai fait, mais il est super ce film. J'ai pas compris pourquoi tout le monde le détestait. Je sais pas, c'est peut-être parce que j'avais trop d'attentes avec la bande-annonce, parce que la bande-annonce, je sais pas, elle était viscérale, tu vois, ça m'avait donné une envie de dingue. Puis en plus, forcément, quand ils font la com de ce genre de film, ils te promettent le fait qu'il y a des gens qui ont quitté la salle tellement c'était traumatisant, tellement que même les acteurs, ils ont du mal à tourner. Enfin bref, ils en font des des pâtes à caisse. Et du coup, voilà, je suis allée le voir et j'étais en mode, oui, bon, peut-être pas, peut-être que vous avez un peu exagéré. Donc je pense que ça aussi, ça a joué. C'est que j'avais beaucoup d'attentes et sur différents niveaux en plus. Et que pour moi, aucune de mes attentes n'a été vraiment remplie. Ok. Donc oui, quelles sont tes meilleures et pires expériences de cinéma en salle? Alors je dirais, je vais juste reciter l'expérience des oiseaux migrateurs parce que je trouve qu'elle rentre bien dans ce sujet. Ensuite, je dirais qu'il y avait... Il y avait aussi l'expérience... mince, j'ai oublié, c'est un film sur la frontière, enfin sur des gardes frontières entre la France et la Belgique. Et en fait, on suit les gardes frontières. C'est un film humoristique, j'ai un trou sur le nom. Mais voilà, c'est un film, en fait, quand je suis allée le voir au ciné, j'étais mort de rire. Les personnes avec qui j'y étaient morts de rire. Et en fait, parce que toute la salle riait tout le temps, en fait. Et ce film-là m'a marqué parce qu'après, on l'a revu et on était en mode, mais il est pas drôle, en fin de compte. Et c'était assez marquant de voir à quel point la salle et le côté foule pouvaient, pouvaient exacerber justement l'ambiance et le rire que tu pouvais avoir sur un film. Alors quand tu le regardes dans d'autres circonstances, il fait un flop total. Ouais, et du coup, voilà, lui, il m'avait marqué dans ce sens-là, dans cette expérience-là. Et, et après, j'ai pas de nom de film qui va avec, mais je me souviens qu'à un moment, j'avais vu un super film quand j'étais assez jeune, et j'étais deg parce que la personne devant moi était assez grande. Du coup, j'avais une grosse tête qui était la tête de la personne qui prenait une bonne partie de mon champ de vision pendant tout le film. Et en fait, révélation, c'était Benjamin, qui fait 1m90. Ah ouais. Ouais, quand t'es enfant, si t'es derrière Benjamin, tu le détestes. Parce que le cinéma, il est pas prévu pour toi. Quoique maintenant, c'est un peu mieux foutu, j'ai l'impression. Mais en tout cas, voilà, moi j'avais fait l'expérience d'une salle comme ça, où vraiment le fait d'être petite, ça te rappelle que la salle de cinéma, elle a pas été conçue en pensant à ton existence. Hein. Carrément. Tu te rappelles quel film c'était? Non. La grosse tête au milieu m'a trop marqué, plus que ce qu'il y avait derrière. Quelle adaptation aimerais-tu voir à l'écran? En fait, paradoxalement, dès qu'une histoire me plaît sur un format et qu'elle est adaptée, je peux être curieuse, mais pas forcément ultra gourmande, puisqu'il y a déjà un format qui me plaît bien. Donc, en tout cas, pour ce qui est déjà visuel, hein, c'est-à-dire bande dessinée. Donc, bande dessinée tout confondu, ou jeux vidéo, ou tout ça, je suis pas particulièrement gourmande du format cinéma, même si je vais être preneuse et je vais espérer qu'il soit bien, tout ça. Mais c'est plutôt le format peut-être littéraire, parce que comme littéraire... littéraire, je vais préciser, tout ce qui est roman, vraiment. Parce que ce qui est roman, comme il n'y a vraiment pas trop de visuel avec, ça, je sais pas, ça donne peut-être plus envie de le découvrir avec un esthétisme, avec qui a pas du tout de départ, en fait. Et donc, mais le problème, c'est que quand tu t'es imaginé la chose et quand c'est adapté, t'es souvent le pire public possible parce que tu te l'es imaginé à ta sauce et que c'est difficile de concurrencer ton imagination personnelle puisqu'elle est comme tu l'entends toi. Bien sûr. Donc c'est tout le dilemme en fait de ce format-là. Donc je dirais qu'il y a beaucoup de romans que j'aime beaucoup, que je serais curieuse de voir adaptés. Après il y a des œuvres aussi des fois qui ont été mal adaptées et que j'ai un petit peu envie de... j'aurais aimé voir ce que ça donne. Moi dans les miens que je citerai, il y aura du mal adapté. Donc, Ok, déjà j'aime beaucoup The Witcher. C'est des romans qui m'ont vraiment plu.
et je déteste profondément la série. Donc j'aurais aimé qu'elle soit, et même plus particulièrement, je pense qu'elle a le potentiel de faire une vraie saga de dark fantasy à la hauteur de ce qu'a pu être Seigneur des Anneaux dans le passé. Et du coup, ouais, je me régalerais de voir une histoire comme celle-là en film. C'est vrai que j'aurais beaucoup aimé. Donc après, en mal adapté aussi du même genre, il y a aussi la stratégie Ender, où j'ai beaucoup aimé les bouquins, et où le film existe. Et bon, je suis méchante parce qu'en vrai, j'aime quand même bien le film, parce que j'ai découvert le film avant de lire les bouquins. Donc, mais c'est vrai qu'une fois que tu as lu les bouquins, tu comprends pourquoi il a pas marché. Mais c'est vrai que du coup, ça m'aurait donné envie de voir peut-être une adaptation plus fidèle. Et non, puis de façon générale, en vrai, il y a plein de trucs qui le mériteraient. Genre par exemple, tout ce qui est ambiance Lovecraftienne, je trouve que l'horreur cosmique, bah pour moi, c'est pas assez adapté à mon goût. Donc c'est tout un pan que j'aimerais bien voir davantage adapté, et avec brio, tant qu'à faire. Hein. Quand on quitte à être exigeant, autant l'être jusqu'au bout. Après, j'aimerais bien aussi peut-être des ambiances plus particulières dans l'horreur. C'est ce que j'aime bien avec Julia Ducournau, enfin avec les films de genre en général, c'est qu'ils abordent davantage ça. Mais par exemple, moi j'aime beaucoup l'auteur de manga qui s'appelle Junji Ito, et j'ai adoré son manga Spirale. Et là, j'avoue, bah, Spirale existe, donc il a un format visuel, donc je vais pas être désespérée s'il est jamais adapté. Mais j'adorerais le voir adapté. J'adorerais voir. Alors je sais qu'il y a un vieux film japonais qui existe, mais je l'ai toujours trouvé qu'en japonais, donc j'ai pas encore eu le cran de le regarder exclusivement en VO pour ce que je vais y comprendre, c'est-à-dire rien du tout. Ok. Mais du coup, enfin voilà, c'est des ambiances tellement particulières que je me demande toujours ce que ça donnerait avec vraiment les moyens de le mettre en place, quoi. Il ne reste plus que 2 questions. Que représente le cinéma pour toi? Qu'est-ce que tu aimes dedans, et ce qui est le plus important pour toi quand tu vas voir un film, en gros? Bah, ça va être un petit peu évident ce que je vais dire, mais déjà, pour commencer, pour ce que j'aime dans le cinéma, bah, c'est ce que ça me fait ressentir. Donc j'aime le fait que je puisse accéder à un panel très large d'émotions à travers différentes histoires, et que ça soit en plus par rapport à ce que j'aurais envie de vivre. C'est un peu comme ce que peut faire vivre la musique, mais dans une expérience encore plus, peut-être, enfin pas plus appuyée, mais enfin, juste une expérience différente, on va dire, une expérience où vraiment on peut le faire sur le long terme, et à travers une narration, à travers l'image, tout ça qui va être créer peut-être une immersion plus ample, en tout cas dans mon cas. Et du coup, le fait de pouvoir vivre le malaise, de pouvoir vivre de la colère, de la tristesse, à travers des films, et surtout qui mettent en avant des fois des situations ou des expériences de vie qu'on vivra jamais. Je trouve que c'est très enrichissant. Et puis aussi et après, donc ça, je dirais que ça, c'est le premier aspect, vraiment en termes de ressenti pur. Et après, j'aime aussi ce qu'une histoire a raconté, pour vraiment tout ce qu'elle peut raconter, même au-delà de cette histoire. C'est-à-dire que ce qu'elle peut dire sur nous-mêmes, déjà, mais même pas que par rapport à ce qu'on en ressent, mais si on efface par exemple un film qui montre en avant une situation qu'on a pu vivre ou qu'on vivra à l'avenir ou quoi que ce soit, le fait que ça puisse nous amener, et même encore plus intéressant, une histoire qu'on a vécue, mais où là, le film, il retrace l'histoire de celui d'en face. On serait presque l'antagoniste de cette histoire. Bah, c'est très intéressant aussi, parce que ça nous permet des fois de voir un peu d'autres points de vue, de situations qu'on a pu vivre, mais où on a pu les vivre que d'une autre. Et je trouve que ça permet vraiment de fragmenter et d'appréhender la complexité de la réalité qui nous entoure, d'accéder justement à tous ces points de vue, à toutes ces nuances, toutes ces situations, comme je disais, qu'on vivrait jamais autrement, et qui là nous permettent de rentrer en empathie et de peut-être comprendre des situations, d'être plus réceptif à des choses soit avoir différemment des choses qu'on a vécues, soit avoir un regard différent sur des choses qu'on n'a pas vécues, justement. Et être peut-être plus ouvert et plus réceptif quand on fait face à quelqu'un qui a une expérience différente de la nôtre, et qui nous serait peut-être passé à côté si on n'avait pas eu au moins, eu la chance d'avoir un orteil dedans grâce à une œuvre peut-être qui nous a marqué dans ce sens. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup avec le cinéma, et je dirais même avec
toute expérience narrative en vrai, hein, mais le cinéma en particulier, puisqu'elle est très généralisée, et que ça permet en plus un partage, même sur l'aspect social, c'est tout encore un autre panel d'expériences et de déclinaisons d'expériences qu'on peut faire grâce à ça. Et après, j'aime aussi beaucoup... Attends, juste comme ça, je te coupe vite fait, mais tu arrives à être autant touché par un autre médium? Autant par un livre qu'une bande dessinée qu'un film? Alors je dirais les romans marchent moins. Ouais. J'aime beaucoup les romans, mais je les aime intellectuellement. J'ai plus de mal à... pleurer sur un roman, c'est déjà beaucoup plus une rareté pour moi qu'un film. Ok. Et le théâtre marche mieux, parce que le théâtre, c'est plus viscéral, c'est plus situationnel, t'es vraiment dans le flow des dialogues, tout ça. Oui, c'est donc, ça, t'as au moins le jeu des acteurs qui te font ressentir un truc en plus, quoi. En plus, dans le cinéma, t'as la musique et tout. Enfin, c'est pour ça que je demandais ça. C'est-à-dire, on t'aide, tout est appuyé, tu sais. En fait, autant pour moi, j'ai oublié de se préciser, alors qu'effectivement, ça méritait complètement d'être précisé, mais je parlais du théâtre écrit. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire lire du théâtre. Ah oui. Je trouve que lire du théâtre est beaucoup plus efficace sur l'émotion que lire un roman. D'accord. Parce que c'est comme... Donc voilà, même sans la musique, même sans les acteurs, même sans tout ça, je me souviens que quand j'ai lu Incendie, ou Assoiffé même, du même auteur, j'ai pleuré pour chacun d'entre eux, quoi. Alors comme j'ai dit, je pleure rarement ça se lit très vite en plus le théâtre, donc Incendie qui est plutôt un beau bouquin qui te tiendrait facilement la semaine, on va dire si tu lis doucement, si c'était un roman, bah là le théâtre, voilà, Incendie je l'ai bouffé en 1 heure, mais à la fin j'étais en larmes, hein. Et Assoiffé pareil. Donc c'est des expériences, je trouve, qui sont juste beaucoup plus viscérales, qui sont plus immersives. En fait, rien que dans l'écriture, elles sont plus immersives. Parce qu'on se projette peut-être plus facilement au milieu des personnages, alors que le roman, par son format, avec une narration beaucoup plus souvent externe, déjà... Et même quand c'est le protagoniste qui fait une narration à la première personne, même là, il y a quelque chose de plus externe parce qu'il y a des choses à détailler, il y a une contextualisation très appuyée qui fait peut-être que ça casse le flot émotif brut que permet de retranscrire le théâtre. Non, de façon générale, je pense qu'il y a que les romans qui marchent peut-être un peu moins, que je vais les beaucoup aimer, comme je dis, intellectuellement, mais qui vont peut-être moins me prendre émotionnellement que les autres formats. Sinon, jeux vidéo, bande dessinée, je pense que tout marche très bien, je suis très bon public. Ok. Et donc, ouais, qu'est-ce qui est le plus important du coup dans un film pour toi? Donc, c'est qu'il te fasse ressentir des émotions. C'est un peu ce que tu voulais dire. Du coup, l'autre point que je voulais aborder sur le cinéma, c'est que j'adore aussi ce qui est, comment dire, son côté support sociologique en fait. J'adore le fait de considérer qu'un film va parler de son époque, qui va parler des générations, quand un film a eu du succès ou pas de succès, ou qui va prendre en succès dans une petite sphère de niche pour après prendre de l'ampleur, pour voir les différences entre une adaptation et une autre selon son époque, voir comment, tout cet aspect-là sur les films, j'aime beaucoup. Je suis beaucoup de personnes qui se servent de cinéma, non pas pour parler de cinéma, mais qui parlent de cinéma pour parler d'autre chose, en fait. Pour parler de la société moderne, pour parler des angoisses d'une génération, pour parler de sociologie, en fait. Et je trouve que là-dessus, le cinéma, c'est un support très riche, parce que justement, il est très mainstream, en fait, comme support. Il est accessible à énormément de tranches d'âge, énormément de catégories, d'ethnies, de catégories sociales. Et grâce à ça, je trouve vraiment qu'il permet d'avoir, je sais pas, une imagerie forte des préoccupations de chaque secteur, en fait, par rapport au succès d'un film dans une tranche ou une autre. Et ça, je trouve ça fascinant. Ok, c'est incroyable. C'est tellement complet à chaque fois quand tu dis des trucs, à chaque fois je me dis mais j'ai même plus envie de faire d'interview. Comment tu veux passer derrière? Et nous passons maintenant à la dernière question qui est plus comme un petit jeu rigolo. Créer ton film parfait. Genre vague synopsis, des acteurs que tu verrais bien dedans. Alors ça fera sûrement une fiancerie de Frankenstein, le machin, hein, on s'en fout. mais voilà, tu te dis, voilà, je veux que ça parle de ça, que ce soit dans tel genre, avec ce réalisateur, ça peut être franchement pas mal, voilà. Alors déjà, je vais me faire une petite parenthèse hors sujet pour le départ. Enfin, hors sujet, à moitié hors sujet. Mais en fait, c'est ce que m'a fait l'effet de l'annonce du film de Villeneuve. Parce que quand le film de Villeneuve est sorti, ça a été... Enfin, le film de Dune. Lequel? Ah, le Dune. Voilà, le film Dune. Voilà, oui, okay. Le Dune de Villeneuve, ça m'a fait cette sensation d'un film parfait. Vraiment. Parce que Villeneuve, il venait de faire Premier Contact. Enfin, je veux dire... non, oui, si, c'est ça, Premier Contact.
Et du coup, Premier Contact, c'est un de mes films préférés, je l'adore. Et en plus, je trouve que c'est vraiment... en fait, Premier Contact, il traduit pour moi quelqu'un qui a, on va dire, un intérêt justement pour les différences de la réalité, la façon dont la réalité est transformée par l'esprit, la façon, enfin tout ce dont parle Premier Contact, pour moi, et la façon dont ça a été mis en place par l'image, par l'ambiance, tout ça, bah en fait, pour moi, il a prouvé que Villeneuve, il était parfait pour faire Dune. Grave. Et quand j'ai appris que Villeneuve allait faire Dune, après qu'il ait fait ce film, qu'après j'ai appris qu'il prenait Timothée Chalamet pour faire Paul Atreides, c'est un choix de casting parfait. Enfin, moi personnellement, je trouve que le mec c'est Paul Atreides. C'était pas, voilà, je trouvais que ça allait super bien. Enfin, en fait, il a pris pratiquement que des acteurs que je trouve enfin voilà, que je trouve assez dingue, que je trouve qu'ils correspondent vraiment, et des fois et en plus Hans Zimmer aux musiques, enfin voilà, moi je me suis franchement, avant que le film sorte, je me disais j'aurais posé mon idéal pour une adaptation d'une, j'aurais fait ça. Et du coup, c'était assez dingue. Ce film, il m'a terrifiée tellement je l'attendais, tellement j'avais des attentes de malade. Il m'a terrifiée parce que je me suis dit, avec les attentes de malade que t'as, avec le fait qu'il est aussi parfait, qu'il est vraiment comme tu l'aurais voulu, à l'avance, tu peux que être déçu en fait. Parce que c'est pas possible qu'il remplisse, en plus d'une des œuvres qui t'a le plus marqué dans ta vie, que ce soit pour le film précédent de Lynch, ou que ce soit après par la suite pour les bouquins, qui sont vraiment dans mes livres préférés également. Enfin voilà, les attentes étaient démentielles. Et du coup, voilà, juste pour la petite anecdote, c'est que quelque part, il y a eu mon expérience du film parfait à travers celui-là. Attends. Et on est d'accord que je l'aime beaucoup. Ah voilà, j'allais dire, tu vas pas t'arrêter sans nous dire ce que t'as pensé du film, genre le gros cliffhanger, tu sais. Ok. Alors, je l'aime beaucoup, mais il y a des choses qui me gênent, mais j'arrive pas à savoir vraiment quoi. J'arrive pas à mettre le doigt dessus. Mais c'est peut-être j'aime juste beaucoup en l'attente, vrai. du coup. C'est ça, peut-être juste l'attente. Peut-être en plus que je crois que je me suis trop poussée à l'aimer. Je voulais tellement l'aimer, j'avais tellement peur que ça soit pas le cas, que quelque part, je crois, je fais ça des fois quand je veux tellement ressentir un truc, et j'ai tellement l'impression d'avoir une occasion de ressentir quelque chose d'intense, que des fois je pousse. À l'intérieur, je suis en mode, je pousse les larmes, je pousse l'émotion, je suis en mode, je veux vivre quelque chose, là, pitié, faites que ça soit le cas. Et c'est le pire truc à faire, vraiment. Si quelqu'un est dans ma situation, par pitié, je vous le dis, ne poussez rien, si ça marche pas, et vous aurez d'autres occasions, parce que c'est le meilleur moyen de dénaturer une expérience, dans ce qu'on aurait pu vivre, qu'elle soit bonne ou moins bonne. Et du coup, je pense que d'une, j'ai fait ça, j'avais tellement peur de mes attentes, tellement peur qu'elle me grille complètement l'expérience que j'espérais vivre, que j'ai poussé comme une malpropre, et que du coup, en fait, maintenant, quelque part, elle est dénaturée, et je le ressens, en fait. C'est des films que j'ai vraiment appréciés, et qu'en même temps, me provoquent une gêne très particulière, qui sont peut-être les seuls à me faire ressentir d'ailleurs, hein. Je crois pas que cette gêne-là, je la ressente avec autre chose qu'avec Dune, de Villeneuve en tout cas. Donc voilà. Et maintenant, si tu devais en créer un autre que ce film-là qui a déjà été fait, du coup, là, comme ça, un sujet qui t'intéresserait, avec une histoire qui t'intéresserait? C'est compliqué parce que en fait, il y en a 1000, tu vois, ça revient un petit peu à me demander mon film préféré ou mon étoile préférée dans le ciel, tu vois, comment choisir? Parce que là, c'est toi qui inventes. Alors je dirais que je pense que je partirais dans fantasy ou science-fiction, forcément, ça on va pas se le cacher. Je dirais peut-être fantasy plus particulièrement parce que la science-fiction c'est plus représenté, il y a déjà beaucoup plus à se mettre sous la dent, je trouve, et avec pas mal de variété. Alors que la fantasy pur jus, déjà faut avoir les moyens. Et puis en plus, elle a moins de variété, dans le sens où je trouve que déjà que Tolkien a énormément imbibé la fantasy par la suite. Donc on retrouve quand même des choses... on peut vite facilement retrouver dans la fantasy les elfes, les nains, etc. Et j'aime beaucoup, hein, c'est pas le problème. C'est juste que j'aimerais peut-être qu'il y ait davantage de variété dans de la fantasy pur jus, dans des univers qui sont inventés de A à Z. Et du coup, de la dark fantasy, parce que j'aime bien quand c'est intense, sombre et quand il y a une dimension politique. J'aime bien en fait les univers qui sont organiques et matérialistes, parce que ça me rentre davantage dedans du haut de du fait que je suis une adulte, j'ai 30 ans. Donc
donc entre parenthèses. Mais voilà, quoi, c'est sûr que je suis moins charmée par la fantaisie féerique que je ne pouvais l'être dans mes plus jeunes années. Maintenant, j'ai besoin d'un peu plus de concret, peut-être, et plus d'enjeux pour rentrer dans l'histoire. Je pense que Le Seigneur des Anneaux me séduirait peut-être un peu moins aujourd'hui. Enfin, ça me séduirait, hein. Ça me séduirait complètement. Mais moins que ce que ça m'a séduit plus jeune. Peut-être justement parce que... peut-être parce qu'il y a un aspect peut-être un peu trop magique, un peu trop le bien contre le mal, trop manichéen, voilà. Oui, ok. Et j'aime les univers qui sont plus nuancés et qui sont plus proches de, justement, comme on disait encore une fois, une approche matérialiste, justement comme des univers comme The Witcher ou Game of Thrones, des univers où il n'y a pas de bien et de gentil, mais ils sont comme dans notre réalité à nous, il y a des questions de point de vue, en fait, uniquement. Oui, bien sûr. Et je crois que j'aime bien cette dimension dans la fantasy, surtout que je trouve qu'elle offre un support très large pour tout en restant une métaphore de notre réalité à nous, en fait. Ouais. Et donc quel ouais, acteur t'y mettrais là-dedans, dans cet univers-là? Alors, Mads Mikkelsen. Ah, ok, Voilà, grave, je sais pas où il serait, mais il y serait. Voilà, je trouve en plus, il a la tête pour jouer le mec, justement, tu sais, il a une tête de connard, malheureusement. C'est comme ça, il joue très bien le connard parce qu'il a une tête méchante, mais en même temps, tu peux lui faire jouer un mec adorable. Et je trouve qu'il a cette nuance, justement, dans son jeu, qu'il arrive toujours à choper. Bah complètement, je trouve que c'est un personnage qui a pas mal d'ambivalence de départ, en fait. Voilà, je dirais pas méchant, parce que quand je pense à Willem Dafoe ou d'autres personnalités, je trouve que méchant, j'ai vu pire. Ouais. Mais je trouve que Mads Mikkelsen, il a une ambivalence naturelle qui fait que quelque part, quand tu le rencontres, tu sais pas où le positionner. Ouais. Et ça, pour l'univers que je viens de décrire, c'est-à-dire un univers où c'est qu'une question de point de vue et avec des personnages qui seraient donc forcément très ambivalents, j'ai envie d'avoir Mads Mikkelsen au milieu. Ouais, parce que je pense justement qu'on pourrait alterner entre en fait, c'est un connard. Ah non, en fait, non, ok, non, en fait, on le comprend. Non, mais c'est quand même un connard. Enfin, je pense qu'on peut vachement jouer avec ça. C'est pour ça que ça lui allait super bien de faire Grindelwald dans le 3e film des Animaux Fantastiques, je trouve. C'est-à-dire que, évidemment, je trouve que c'est dommage qu'il ait remplacé Johnny Depp, parce que Johnny Depp, à partir du moment où il a imposé une entité à son personnage, c'est compliqué de le faire jouer autrement. Et Johnny Depp et Mads Mikkelsen ne le jouent absolument pas de la même manière, en plus, ce personnage. Donc c'est vrai que c'était compliqué. Mais c'est vrai que tu m'aurais mis Mads Mikkelsen depuis le début, plutôt que Johnny Depp, ça serait passé crème aussi, je trouve. Parce que je trouve que ça lui va bien, parce que c'est un mec qui est censé être... C'est pas vraiment qui est méchant, c'est pas comme Voldemort. Voldemort, c'est un vrai méchant, quoi. Il est juste méchant, il est horrible. Grindelwald, il y a quand même l'amour qui le relie à Dumbledore. Il est plus dans le truc du... C'est comme Voldemort, tu vois, il a ce côté... je pense que nous sommes une race supérieure, mais je sais pas, il est plus nuancé, je trouve, justement. Et je trouve que Mads Mikkelsen, il joue parfaitement ça. Complètement. Surtout qu'en plus, j'ajouterais même un truc, c'est que moi, la romance du 2e film, c'est-à-dire la romance entre Dumbledore et Grindelwald, dans le 2e film, je la trouve pas crédible. Parce que je vois pas le Dumbledore... Ouais. Mais c'est même pas que ça, en fait. Je la trouve pas crédible, même en se projetant. Parce que je vois pas comment le personnage de Dumbledore tel qu'il nous a été présenté, en fait, on a du mal à faire le lien avec le fait qu'il est plus connecté à un personnage aussi beaucoup plus clairement instable et chaotique et du coup un peu dingue, quoi. Je veux dire, il a presque un côté Joker, je trouve. Ouais, complètement. Il est très malicieux, celui de Johnny Depp. Il est très... Toujours avec son petit regard, son petit sourire de côté, tout ça. Alors que Mads Mikkelsen, il a un regard qui souffre déjà de base. Et t'as juste l'impression que c'est un homme qui souffre, en fait. Et c'est... Exactement. Et du coup, moi j'ai du mal à m'imaginer le Dumbledore, joué par Jude Law, tu vois, même le Dumbledore tout court, en fait, avec sa sagesse, avec la fait qu'il a quand même une certaine habilité à cerner les enjeux et les personnes autour de lui. Enfin, je veux dire, je vois pas à quel moment, en fait, le Grindelwald qu'on voit interprété par Johnny Depp a pu le séduire sans qu'il se dise que ça allait merder. C'est pas impossible, hein, c'est pas quelque chose qui m'a gêné
gêné dans le deuxième film. Mais une fois qu'il a été interprété par Mads Mikkelsen, je trouvais la romance plus organique en fait. Parce qu'on peut déjà voir projeter davantage le fait qu'ils aient pu être dans le même camp, qu'ils pouvaient porter des idéaux autres, Mads Mikkelsen, et que c'est dans le Grindelwald de Mads Mikkelsen, et qu'il était du coup un personnage plus posé et beaucoup plus énigmatique aussi. On comprend davantage aussi comment Dumbledore ait pu ne pas cerner sa dangerosité, parce qu'elle est beaucoup moins ostentatoire que celle d'une Grindelwald de Johnny Depp. Oui. Et donc du coup je te rejoins. Je crois même que j'aurais préféré que ça soit voilà, lui depuis le début. J'aime beaucoup ce qu'a fait Johnny Depp dans le premier film en particulier, mais je trouve qu'avec la romance, avec Dumbledore, il y a une certaine dissonance qu'il n'y a pas avec la version Mads Mikkelsen. Ouais, c'est vrai. Mais donc je comprends le choix de Mads Mikkelsen dans un univers dark fantasy. Je trouve que ça collerait parfaitement, surtout dans ce que tu as dit et de ce que tu rechercherais. Petite anecdote, si on tape The Witcher sur internet, on voit plein de fans qui ont monté Mads Mikkelsen pour jouer Geralt de Rive, et je valide. Qu'est-ce que j'aurais aimé. Donc je suis pas la seule à y avoir pensé qu'il fallait le mettre dans une œuvre de dark fantasy. Et est-ce que tu verrais un réalisateur à la tête de tout ça ou pas forcément? Pas forcément. Forcément j'ai des réalisateurs que j'aime bien, soit parce qu'ils ont déjà fait leurs preuves, soit parce qu'ils ont un style que j'aime bien et je serais curieuse. Mais en même temps, pas forcément, parce que je trouve qu'il peut y avoir de belles surprises dans des réalisateurs. Par exemple, je vais dire un truc où ça a l'air de tomber bizarrement en fait, parce que c'est pas trop le trip. Mais moi, franchement, tu me proposes une œuvre, alors peut-être dark fantasy particulière, hein, mais un peu fantasy. Je sais pas, même une œuvre fantasy, par exemple, par Damien Chazelle, en vrai, je serais hyper curieuse de voir un truc supra rythmé, avec presque épileptique. Non, mais ça promet au moins d'être une expérience atypique. Ah, bah là, oui. Bon Dieu. Donc, voilà, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a trop de réalisateurs où quand je mixe leur univers avec une œuvre de fantasy, alors ça serait pas toujours de la dark fantasy, du coup, en conséquence, hein, mais avec une œuvre de fantasy, quelque part, ouais, je suis un peu curieuse de savoir où est-ce qu'ils iraient, en sachant qu'ils auraient, que même dans l'esthétique et tout, ils auraient pas de limite, puisque c'est un univers imaginé. Et du coup, j'avoue que là-dessus, non, j'ai pas de réalisateur spé, parce qu'en vrai, je serais curieuse de voir pas mal de réalisateurs aux commandes d'un projet de ce type-là. Peut-être Robert Eggers, vu ce qu'il fait comme travail avec The Northman, avec Nosferatu et tout, ça pourrait coller à une bonne ambiance. Alors, je dois avouer que The Northman, j'en ai pas raffolé plus que ça. Oh putain, il est génial. Je surkiffe ce film. J'ai apprécié, hein, j'ai pas détesté, mais j'ai apprécié. Je dirais pas que ça va plus loin. Ouais, bien sûr. Mais après, voilà, il y a plein de films qui mériteraient peut-être une deuxième visionnage aussi, hein, parce que tu sais, on sait jamais quand on n'a pas regardé un film et sans que on va dire que les étoiles soient alignées, tu vois, sans qu'on soit réceptif, sans qu'on soit, etc. Donc moi, il y a toujours les films, quand je suis un peu dans le neutre comme ça, j'ai toujours tendance à me dire qu'un deuxième visionnage, si j'ai le temps à l'occasion, ça serait sympa. Donc, mais ouais, pourquoi pas, hein, en vrai, je serais pas du tout hostile, hein, j'ai quand même apprécié. Donc, qu'il soit aux commandes du projet, pourquoi pas. Ok. Et à la musique, Hans Zimmer ou quelqu'un d'autre quand même? Il y en a d'autres qui pourraient faire un très bon taf, hein. Mais en fait, ça dépendrait de l'ambiance, tu vois. Tu me dirais, par exemple, justement, si c'était... alors là, je vais sortir encore une fois, parce que c'est à l'opposé, hein. Thomas Vinterberg, il fait plutôt du drame très humain, presque tranche de vie sur certains aspects et tout. Donc, le voir dans une œuvre de fantasy, tu te demandes ce qui s'est passé, hein. mais par exemple, imaginons que lui, il fait ça, je vois plutôt du Thomas Newman derrière, je vois moins du Hans Zimmer tout à coup, parce que je pense que son œuvre de fantasy, elle ira mieux avec l'un et moins avec l'autre. mais disons que de façon... Pour pas se tromper, je dirais Hans Zimmer. Ok. Bon, on va conclure sur ça. J'espère que tu as passé un bon moment. Moi, en tout cas, c'était excellent. J'ai adoré. J'adore ce format, je le dis. J'avais adoré avec Benjamin, j'adore avec toi. Je trouve que ce format est génial. Ouais, j'avoue, c'est très sympa à faire. Mais du coup, j'ai hâte de faire la tienne. Bon, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, très bonne journée. Et je vous dis à la prochaine. Bye. Hop hop hop! Et on n'oublie pas les cinéphiles, si ce podcast vous a plu, vous pouvez en parler autour de vous et le partager. Et pour nous soutenir, vous pouvez laisser 5 étoiles, un avis et vous abonner. Allez, la bisette.